Salam alaikum, Azul Fellaoun, j'espère que vous allez bien. 15 avril 2025. Vous voyez, tous les jours, il y a des rebondissements dans cette crise qui ne se termine jamais entre Alger et Paris. Alors, le thème de cette vidéo, c'est simplement de faire une rétrospective de la diplomatie algérienne pour comprendre comment se fait-il que en avril 2025, l'Algérie était obligée d'expulser 12 diplomates français de l'ambassade de France à Alger, alors qu'en 1981, cette même Algérie avait réussi l'exploit extraordinaire de faire libérer 52 otages américains de l'ambassade américaine à Téhéran. C'est intéressant quand même de réfléchir. Qu'est-ce qui fait que notre magnifique diplomatie, qui a brillé sur tous les continents depuis les années 60, 70, 80, et qui donc était l'intermédiaire obligé des plus grandes puissances mondiales, et je vais étayer ce propos lors de cette vidéo, imaginez quelques secondes, la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, à la tête de laquelle il y avait le président américain Jimmy Carter, a dit lors de la crise des otages américains, donc la crise des diplomates américains, je vous rappelle qu'il y avait 52 diplomates américains qui étaient pris en otage à Téhéran. Vous imaginez, Jimmy Carter a dit, il n'y a que la diplomatie algérienne qui pourra libérer nos diplomates. Incroyable. 1981. Et aujourd'hui, 2027, alors qu'il y a 44 ans, l'Algérie libérait des diplomates, aujourd'hui, elle expulse des diplomates parce que la France a décidé d'enfermer un diplomate algérien en France. Alors, on va essayer, comme d'habitude, d'étayer notre thèse à l'aide de documents. Ici, c'était un dossier du magazine Jeune Afrique qui parlait de la diplomatie algérienne en tant que diplomatie incontournable. Regardez, incontournable, diplomatie incontournable. Vous imaginez le prestige qu'avait notre diplomatie? Et en sous-titre, il disait de la guerre froide à la lutte contre le terrorisme, de Khemisti à Medelsi, ce sont deux anciens ambassadeurs algériens, années 60, années 2000, les Algériens ont toujours su se placer au cœur des événements. Et là, vous avez un historique phénoménal. Regardez, les diplomates algériens ont été d'une redoutable efficacité au cours de la guerre de libération entre 54 et 62. Vous savez, j'ai la chair de poule. Regardez ce que disait l'ancien ambassadeur algérien en Syrie, Kamel Bouchemma. Il disait que les coups que les diplomates algériens ont assénés à la puissance coloniale française lui ont fait aussi mal que les opérations du commando Ali Khoja. C'était l'unité d'élite de l'armée de libération nationale, ou les effets dévastateurs de la bataille d'Alger. Ça vous fait rien, franchement? Vous connaissez la chanson La Bohème de Charles Aznavour? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, vous savez, je vis dans cette nostalgie diplomatique parce que mon défunt père, la Yarmoum, me racontait, me narrait les exploits de la diplomatie algérienne. Nous étions tout petits, vous savez, tout petits. Et oui, vous savez, ça marque, ça marque. Allez, on continue. Au lendemain de l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Notre diplomatie a connu le premier drame. C'était le 11 avril 1963. On ne fait pas ce genre de choses, mais c'était il y a 4 jours. Et nous avions un brillant diplomate qui était ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement de Ben Bella, Ahmed Ben Bella, qui s'appelait Mohamed Khemisti.
et il a été tué sur le perron du Parlement algérien. À l'époque, déjà, il y avait la guerre des clans. Rabbi yarhamou. Rabbi yarhamou. Et c'est Feu Abdelaziz Bouteflika qui a pris la relève brillamment. Encore une fois, que les choses soient claires. Autant Feu Abdelaziz Bouteflika, troisième et quatrième mandat, ce fut terrible pour l'Algérie, et même pour lui, il est sorti par la petite porte. Autant, pendant les 17 années où il a exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères, il faut dire la vérité, il faut être juste, ce fut brillantissime. Donc il faut faire la part des choses. Faut pas, c'est pas binaire la vie, où une personne n'est pas binaire. On peut pas dire que quelqu'un est tout blanc ou tout noir. Non, il y a beaucoup de gris, et il faut distinguer les choses. Alors, sous la houlette du ministre des Affaires étrangères, Feu Abdelaziz Bouteflika, vous savez qu'en 1974, l'Algérie était présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Et oui, c'était le bon vieux temps, hein, bon vieux temps. Et c'est à ce moment-là que le président algérien, Feu Walid Boumedienne, avait prononcé ce fameux discours sur le nouvel ordre économique mondial. Et pas que ça, pas que ça. Lors de cette même assemblée générale, vous savez que c'est l'Algérie qui a obtenu que l'OLP, donc dirigée par Feu Yasser Arafat, soit l'unique représentant du peuple palestinien et donc reconnu à faire partie de la grande famille diplomatique mondiale. Mais pas que ça non plus. Cette même Algérie qui parlait de nouvel ordre économique mondial, qui a réussi à faire admettre l'OLP comme l'unique représentant du peuple palestinien et à permettre aux Palestiniens de faire partie de la diplomatie mondiale, cette même Algérie a réussi à exclure le régime sud-africain de l'apartheid. Je ne sais pas si vous imaginez le tremblement de terre diplomatique que cet exploit a représenté à l'époque. L'Algérie, elle avait à peine 12 années d'indépendance, 62, 74. L'Algérie était incontournable et c'est elle qui disait à l'échelle planétaire ce qui est bien de ce qui est mal. Oui, l'Algérie, nos diplomates algériens de l'époque, oui, de l'époque, a réussi à exclure l'Afrique du Sud. Vous imaginez? Aïe, barra, dégage, okhrouj. Ça, c'était l'Algérie. Et pas que ça, je continue. Un an plus tard, c'est sous la pression et le parrainage de l'Algérie que le sionisme a été considéré comme une forme de racisme. C'est la résolution 3379 des Nations Unies. Alors, dans ce même dossier de Jeune Afrique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'à partir de la mort de Feu Walid Boumedienne, c'était le 27 décembre 1978, et l'arrivée de Chadli Benjedid, ils disent que l'Algérie avait perdu quelque peu en stabilité, en visibilité. Et c'est pas facile de changer de président quand il reste si longtemps et qu'il brille aussi fort et aussi bien au niveau des instances internationales. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'il appelle une professionnalisation des diplomates algériens. Vous savez que l'Algérie a copié le modèle français avec la mise en place de l'École nationale d'administration. Vous savez que c'est le général de Gaulle qui avait créé l'ENA après 1945. Pourquoi a-t-il créé l'ENA? D'habitude, les hommes politiques français étaient formés à la fondation des sciences politiques, mais comme la quasi-totalité des hauts fonctionnaires français, des diplomates français, parmi lesquels le grand diplomate écrivain Benoît Méchain avait collaboré avec l'Allemagne nazie, de Gaulle a dit non, il faut que je forme une nouvelle élite de façon à ce que l'État français soit géré par des hommes propres. Donc l'Algérie a un peu imité le modèle français en instituant l'École nationale d'administration pour former des professionnels de la diplomatie. Bon. Mais il y avait toujours les big boss à la tête de la diplomatie algérienne, c'est-à-dire
ceux qui avaient fait leur preuve déjà aux accords d'Évian, et je vous ai assez parlé de feu Mohamed Sédir Ben Yahya, qui est devenu l'un des ministres des Affaires étrangères du nouveau président feu Chadli Benjedid. Donc lui n'a pas été formé à l'ENA, il était formé sur le terrain. Vous savez, c'était un brillant avocat. Oui. Mais malgré cela, tout en formant des nouveaux diplomates qui aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont dans les chancelleries algériennes et nous allons y arriver. C'est pas la même chose, vous savez. Une diplomatie de guerre, c'est pas la même chose qu'une diplomatie de paix. C'est pas la même chose. Vous savez, quand on se bat alors que la souveraineté de notre pays est en danger, c'est pas la même chose que de se battre lorsque tout le travail était fait par nos anciens. Mais malgré cela, nous continuons à bénéficier de la grandeur de la diplomatie de l'ère feu Walid Boumedienne, et dit-il dans cet article que Alger était toujours un passage obligé pour tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique ou au monde arabe, aux hydrocarbures ou au terrorisme. Voilà. C'était la belle époque, hein. Et oui, tous ceux qui s'intéressaient au monde arabe, à l'Afrique, au pétrole et au gaz et au terrorisme, devaient passer par Alger et rencontrer les diplomates algériens. Bon, hadi haja al-loula, bismillah, on continue. Alors, 1974, je vous ai dit, l'Algérie a réussi à faire éjecter, dégager l'Afrique du Sud, et dans toute la presse africaine, on relève que Nelson Mandela, vous savez, Nelson Mandela, qui est en prison depuis 62, depuis août 62, a fêté cet exploit de la diplomatie algérienne dans sa cellule. C'était extraordinaire. Et ce Abdelaziz Bouteflika a été considéré comme un héros dans toute l'Afrique. Mais oui, c'est pas donné à tout le monde d'exclure ce régime d'apartheid. Pas moi qui le dis, hein, c'est la presse africaine. Bouteflika a été considéré comme un héros dans toute l'Afrique. C'est beau, hein? Vous savez, je suis capable de faire la différence entre le régime Bouteflika qui était corrompu, qui avait exercé une forme de dictature en Algérie, surtout à partir du 3e et 4e mandat, et la brillance, l'intelligence et le carnet d'adresses extraordinaire de feu Abdelaziz Bouteflika quand il était ministre des Affaires étrangères. Et il disait, pourquoi l'Algérie et son ancien ministre des Affaires étrangères étaient considérés comme le héros de la diplomatie africaine? Parce qu'il avait réussi à faire sauter le veto américano-franco-britannique, surtout pour le bonheur du peuple sud-africain. Et oui, il y avait un veto. Les Américains, les Français et les Britanniques soutenaient le régime de l'apartheid. Et grâce à la diplomatie algérienne, grâce au talent de nos diplomates algériens, on a réussi, je dis on, je parle de tous les Algériens bien sûr, à faire sauter ce veto. Et aujourd'hui, 51 ans après, on n'arrive pas à faire sauter le veto américain, français et britannique au sujet de la Palestine. Cherchez l'erreur. Ni pour le Sahara occidental. Cherchez l'erreur. Et donc, notre ami Nelson Mandela, qui s'est éteint le 5 décembre 2013, c'est une date anniversaire, le 5, hein. Je suis rentré en Algérie le 4 décembre 2019 et le 5, j'étais en prison. Et oui, c'est comme ça que j'ai fêté le 6e anniversaire de la mort de Nelson Mandela dans une prison algérienne. C'est beau, hein? Vous savez l'histoire? Ça fait réfléchir. Donc, Nelson Mandela, vous savez ce qu'avait dit Nelson Mandela quand il est sorti de prison? Il a fait un voyage en Algérie, vous savez. Une visite officielle en Algérie en mai 90. Il avait dit que c'est l'Algérie qui avait fait de lui un homme. Et pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que lorsqu'il était à Oujda au Maroc, dans les camps de l'ALN, encore une fois je le répète, que à l'époque de feu Mohamed V, le Maroc avait aidé,
le sultanat du Maroc, parce qu'à l'époque c'était pas un royaume, c'était un sultanat, avait aidé les combattants de l'ALN à installer 5 usines d'armement. Et c'est dans un camp d'entraînement de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, que Nelson Mandela était formé à la guerre. Et c'est l'Algérie qui avait dit à Nelson Mandela que la seule façon pour toi de gagner cette guerre contre l'apartheid, c'était de combiner la dimension politique et la dimension militaire. Et c'est la raison pour laquelle on dit, et on rappelle que Nelson Mandela a dit que c'est l'Algérie qui avait fait de lui un homme. Vous savez, l'Algérie, elle est bizarre. Elle arrive à aider des grands hommes, à libérer leur pays, à faire exclure des régimes de ségrégation raciale, mais en même temps, ses propres enfants, elle les met en prison. C'est quand même bizarre. Bizarre. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Donc là, c'était 74. Là, l'Algérie réussissait à faire exclure, à faire dégager l'apartheid. Et 75, mars 75, vous voyez feu Houari Boumedienne avec feu Saddam Hussein. L'Algérie réussissait aussi l'exploit de mettre d'accord l'Irak et l'Iran pour éviter une guerre. À l'époque, c'était le Shah d'Iran en Iran. Et vous savez que dès qu'il y a un changement politique, c'est ce qui s'est passé en 79, le Shah d'Iran a été obligé de quitter le pouvoir à la faveur d'une révolution islamique à la tête de laquelle il y avait feu l'ayatollah Khomeini, et les efforts de l'Algérie ont été brisés à cause de ce changement politique suite auquel il y a eu la guerre. Mais en 75, c'était à Alger que l'Irak et l'Iran venaient rechercher la paix. Et oui, on avait des vrais diplomates à l'époque. On avait des vrais diplomates. Et à l'époque, on disait que l'Algérie avait apporté son concours fraternel. Concours fraternel. Et oui, on continue. Après 444 jours de détention pour les diplomates américains à Téhéran, et c'est toujours l'Algérie qui était appelée à la rescousse. Feu Chadli Benjedid, président de la République algérienne, feu Mohamed Seddiq Ben Yahya, ministre des Affaires étrangères, et c'est eux qui étaient les médiateurs choisis par les Américains et par les Iraniens pour libérer 52 diplomates américains. Vous voyez mes yeux? J'ai presque les larmes aux yeux quand je vois ce que faisaient nos diplomates. Et bien sûr, vous connaissez les Américains. Quand vous faites un good job, comme ils disent, quand vous faites du bon travail, on vous remercie. On salue vos efforts et on vous remercie. Ici, feu Mohamed Seddiq Ben Yahya avec Warren Christopher, l'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères américain qui est devenu ensuite ministre des Affaires étrangères de Bill Clinton, qui remercie l'Algérie. Vous vous rendez compte, la première puissance mondiale remercie l'Algérie en janvier 1980 pour avoir réussi l'exploit. Oui, on faisait des exploits à l'époque, un peu comme les Jeux Olympiques aujourd'hui. On est sorti malheureusement des Jeux Olympiques de la diplomatie, ça m'est allé, ça peut revenir, Inch'Allah. Regardez, vous vous rendez compte, regardez le respect. Oui, la première puissance mondiale qui respecte l'Algérie, la Mecque des révolutionnaires. On était d'égal à égal avec les Américains sur le plan diplomatique. D'égal à égal. À l'époque, on échangeait des diplomates. On n'échangeait pas des OQTF contre des visas. Suivez-moi du regard, et oui, parce qu'on avait des vrais diplomates à l'époque. Des diplomates de terrain. Feu Mohamed Seddiq Ben Yahya, le négociateur des accords d'Évian, un des négociateurs, sous la présidence de feu Belkacem Kerim, qui a été tué, comme vous le savez, par l'Algérie.
savez, dans la revue du droit international français en 1981, on étudiait la stratégie diplomatique algérienne. C'est une revue qui a été éditée par le CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Et les grands spécialistes du droit, les grands spécialistes de la diplomatie, étudiaient la stratégie diplomatique algérienne. Ouais. Patrick Julliard a publié une étude dans cette revue du droit international qui s'intitule « Le rôle joué par la République populaire démocratique d'Algérie dans le règlement du contentieux entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran ». Patrick Julliard, revue du droit international. Il n'a pas écrit rôle joué par l'Algérie dans le règlement du contentieux entre les OQTF et les visas. Non. Il a écrit rôle joué par l'Algérie dans le règlement du contentieux entre les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, et la République islamique d'Iran qui faisait peur au monde entier en 1980. Et que disait-il? Il parlait des misères des diplomates, c'est-à-dire 52 diplomates américains qui étaient pris en otage à Téhéran, et la grandeur de la diplomatie. De quelle diplomatie parlait-il? De la diplomatie algérienne. Regardez. Misère des diplomates et grandeur de la diplomatie. Il y a 50 pages. Hein. Je vous ai dit, j'ai le temps de lire. Que disaient les Américains? La diplomatie algérienne, page 26. La diplomatie algérienne y joua le rôle d'un pivot actif. Pilier. Vous savez, c'est quoi un pivot? C'est la base sur laquelle on peut s'appuyer. Et pour jouer le rôle du pivot actif, disait-il, cette méthode requiert des négociateurs à la fois mobilité et disponibilité. Je répète, pour jouer le rôle de pivot actif, cette méthode du pivot actif, elle requiert des négociateurs à la fois mobilité et disponibilité. Mobilité et disponibilité. Ça veut dire quoi mobilité? Mobilité, c'est bouger. Aller partout. Alger, Washington, Paris, Pretoria, Dakar, Jakarta, Téhéran, Damas, Moscou. C'est ça la mobilité. Et disponibilité, c'est-à-dire 24 sur 24, nos diplomates doivent être disponibles. C'est-à-dire, on les appelle à 3 heures du matin, il y a un vol, il y a un avion qui vous attend dans une demi-heure, préparez-vous, et bien en une demi-heure, ils doivent être à l'aéroport pour aller à Moscou, à Kiev, à Washington, à Lima, ou je ne sais où encore. Mobilité, disponibilité. Voilà les qualités qu'exige cette méthode du pivot actif de la diplomatie. C'était ça l'image de l'Algérie dans les années 70 et 80. Que disaient les Américains, les diplomates algériens? Ils disaient qu'il n'y avait pas de meilleur choix que celui de l'Algérie en qualité d'intermédiaire. Il n'y avait pas de meilleur choix que l'Algérie en qualité
d'intermédiaire. C'est pas moi qui le dis. C'est Warren Christopher. Et les États-Unis firent comprendre de façon claire que l'Algérie représentait pour eux le meilleur des choix possibles. Le meilleur des choix possibles. À l'époque, le Maroc, la diplomatie marocaine, wello, zéro. C'était l'Algérie, on avait la médaille d'or de la diplomatie, sur le plan mondial, pas uniquement africain, mondial. On poursuit. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie a été chargée de cette mission. Et il faut savoir que si cette mission a réussi, c'est parce que l'Algérie, oui, l'Algérie, aux États-Unis, c'est elle qui représentait les intérêts iraniens. Ben oui. Quand il y a eu la révolution islamique en Iran en 79, vous savez qu'il y a eu une rupture diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. Mais vous êtes autorisé à avoir un chargé d'affaires, même quand vous rompez les relations diplomatiques. Un peu, normalement on a un chargé d'affaires, vous savez, à Paris. Mais il n'existe pas, il est invisible. Mais malèche. On essaie d'être constructif. Et malgré 7 années de rupture diplomatique entre les États-Unis et l'Algérie, entre 67 et 74, les États-Unis ont toujours respecté l'Algérie. Et donc, lorsqu'il y a eu la révolution islamique de 79, l'Iran a confié à l'Algérie, et oui, de défendre ses intérêts aux États-Unis. Et oui, on ne négociait pas des OQTF contre des visas à l'époque. On représentait des intérêts importants. Et c'est cette double casquette de l'Algérie, c'est-à-dire qu'elle bénéficiait du respect des Américains et de la confiance des Iraniens. Et c'est la raison pour laquelle les deux se sont mis d'accord pour que ce soit l'Algérie qui soit l'intermédiaire, l'unique intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. Ya Rabbi al-Karim, Ya Rabbi al-Karim, Ya Rabbi al-Karim. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je comprends pas ce qui s'est passé depuis 40 ans. Écoutez ce qui s'est passé aussi. Pourquoi ça a marché, cette mission de bons offices? Car l'Algérie aura su observer une attitude de stricte neutralité dans le conflit entre l'Irak et l'Iran. Parce qu'à partir de 80, l'Irak et l'Iran se sont fait la guerre en violant l'accord d'Alger de mars 75. Et c'est peut-être avant tout cette attitude de neutralité qui rendait l'Algérie apte à jouer le rôle d'intermédiaire entre les États-Unis et la République d'Iran. Écrit noir sur blanc. Et oui, les Français étudient la diplomatie algérienne. Étudiaient. Et je poursuis. À Téhéran, évidemment, nous avions un ambassadeur algérien. Il s'appelait son Excellence Abdelkrim Raghaïb. Est-ce que vous savez que son Excellence Abdelkrim Raghaïb était le premier à être autorisé à rendre visite aux 52 diplomates américains qui étaient enfermés à l'ambassade de Téhéran. L'ambassade américaine de Téhéran, regardez. Il était le premier à être autorisé à rendre visite aux otages américains. Alors, quand aujourd'hui, on voit ce qui se passe entre Paris et Alger et que la France enferme un diplomate, on n'est pas capable de le sortir de façon diplomatique. Et on est obligé d'expulser 12 diplomates français de l'ambassade de France à Alger. Je m'interroge. Et j'espère que vous vous interrogez aussi après tout ce que je suis en train de vous raconter. Et à l'époque, vous savez, on avait un cardinal. Il était algérien, hein, Monseigneur Duval, vous le connaissez. Il est mort, là, Rahmou. Et l'Algérie était intelligente. Elle a fait venir Monseigneur Duval.
Et Monseigneur Duval était un des 3 ecclésiastiques qui avaient été admis auprès des otages. Et oui, l'Algérie était intelligente, la diplomatie algérienne utilisait tous les leviers pour réussir sa mission et surtout avoir une très belle image à l'étranger. Et je poursuis. Donc, je vous ai parlé de feu Mohamed Seder Ben Yahya, mais il y avait aussi un homme d'un immense talent. Il est encore vivant. Même si son neveu a fait beaucoup de bêtises, je sépare les choses, comme d'habitude. Son Excellence Mohamed Bejaoui. À l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il était ambassadeur représentant l'Algérie des Nations Unies. Et avant ça, il était ambassadeur d'Algérie à Paris pendant 9 ans, de 70 à 79. Et avant ça, il était ministre de la Justice, des Affaires étrangères. Il était un grand juge international, président à La Haye. Niveau, comme on dit chez nous. Niveau tala, mustawa tala, masha'Allah. Et M. Mohamed Bejaoui, son Excellence Mohamed Bejaoui, a fait partie de la mission de l'Organisation des Nations Unies, qui a été dépêché auprès de la République islamique pour négocier et rencontrer les otages. Si vous voulez lire les 53 pages du rapport de l'étude, le rôle de la République populaire et démocratique d'Algérie dans le règlement du contentieux entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran, rédigé par Patrick Julliard. Vous savez, quand vous voyez ça, vous êtes à la fois fier, très fier, comme je le suis aujourd'hui devant vous, et très triste quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Allez, on continue. Vous connaissez la presse américaine, New York Times. Regardez. Tous les jours, il y avait des articles sur ce qu'a fait l'Algérie pour libérer les diplomates américains. Tous les jours dans le New York Times. Là, j'ai pas voulu vous embêter, j'en ai pris que 2. Allez, on y va. 21 janvier 1981. Les otages américains sont en Allemagne après une escale à Alger. Ben oui, parce que c'est l'Algérie qui a récupéré les diplomates algériens. Oui, à l'époque, on récupérait les otages américains. À Alger, on les expulsait pas. On avait une image. Et puis, on laissait pas la France coloniale emprisonner un diplomate. Regardez. D'abord Alger, d'abord اروح البلاد d'abord اروح الجزائر عاصمه ومن بعد نروح وين تبغي نروح لالمان نروح الامريكان. Eh oui, les otages américains d'abord à Alger. C'était des diplomates, hein, 52 diplomates. Donc ça c'est 21 janvier 1981. Au moment où Reagan était entré à la Maison Blanche, parce qu'il avait gagné les élections, vous savez comment ça fonctionne aux États-Unis. Vous gagnez les élections en novembre 80, mais vous n'entrez à la Maison Blanche que le 20 janvier 1981. Et donc, cette libération des otages a eu lieu le même jour que l'intronisation de Reagan à la Maison Blanche. Et regardez ce que disait le 26 janvier 1981 le New York Times, dont je traduis. L'Algérie prudente est amenée à jouer un rôle pivot. C'était la une du New York Times, 26 janvier 1981. L'Algérie prudente, retenez bien cet adjectif, prudente. L'Algérie prudente est amenée à jouer un rôle pivot dans la diplomatie mondiale. Prudente. Ça veut dire, c'est l'inverse de précipitation. C'est l'inverse de taqlaq, comme on dit chez nous, en arabe. Quand vous lisez ça, vous, aïe, regardez ce qu'ils disaient les Américains. Ils disaient que les Algériens, les diplomates algériens, les intermédiaires algériens, ont commencé à faire leurs propres propositions pour
casser l'impasse, pour briser l'impasse. C'était comme ça qu'on était perçus. C'est-à-dire que les Algériens étaient réputés, les diplomates algériens étaient réputés pour ne pas se laisser enfermer dans une impasse. Regardez la crise entre Paris et Alger depuis le 30 juillet 2024. Nous sommes dans une impasse. Et qui nous a mis dans une impasse? Ce sont les Français. Et on n'arrive pas à en sortir. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas des diplomates de la qualité de ceux qu'on avait dans les années 70 et 80. Il n'y a pas de mal à le dire. Ils ne sont pas au niveau. Vous croyez qu'aujourd'hui le New York Times dirait de la diplomatie algérienne qu'elle est prudente et qu'elle est amenée à jouer un rôle pivot dans les relations internationales? Posez-leur la question. Peut-être que je me trompe, hein. 88, 15 novembre 88. Donc on est sous feu Chadi Benjelil. Regardez, 15 novembre 88, Yasser Arafat déclare la création d'un État palestinien à Alger. C'est pas au Caire, c'est pas à Riyad en Arabie Saoudite, c'est pas Damas en Syrie, c'est pas à Moscou en Russie, c'est pas à Washington aux États-Unis, non, à Alger. 15 novembre 1988. Alors quand je vois que le président français Emmanuel Macron ne consulte même pas l'Algérie pour déclarer son soutien à la création d'un État palestinien au mois de juin 2025, il ne soutient même pas l'Algérie. Qu'est-ce qu'il fait Macron? Macron, il envoie son ministre des Affaires étrangères à Alger pour négocier des OQTF contre des visas. Vous savez que j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer quand je vois ce qui se passe. Le 15 novembre 88, c'est à Alger que les Palestiniens ont dit « Nous créons un État palestinien ». 88. Et 37 ans après, Macron, il dit « Non, non, nous on va reconnaître l'État palestinien et je vais faire une conférence à New York, mais pas avec l'Algérie, non, non, non. » L'Arabie Saoudite, qui n'est même pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que l'Algérie est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à la fin de l'année 2025, et elle était présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de janvier dernier. Bon, je vous ai dit ce qu'a dit M. Patrick Julliard, spécialiste du droit, et qui a étudié le rôle de l'Algérie dans la résolution du contentieux entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Il avait dit que la réputation des Algériens pour être un élément pivot de la diplomatie, c'était mobilité, disponibilité. Alors je vous ai parlé du communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères algérien du 12 avril 2025, où le secrétaire général dit que au point numéro 10, parce qu'il y avait 10 points, que ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable, donc causé par l'emprisonnement d'un diplomate algérien en France, causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. Et, ajoute-t-il, l'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'Algérie prudente est amenée à jouer un rôle pivot dans les relations internationales. C'est le New York Times qui disait ça. 26 janvier 1981. 26 janvier 1981. Et là, 12 avril 2025, que dit l'Algérie? Point numéro 10. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence. Elle est où la prudence? Elle est où la prudence des diplomates algériens? L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence. Elle est où la prudence de nos diplomates qui étaient recherchés par le monde entier dans les années 70 et 80?
Il n'y a pas de prudence. L'Algérie expulse 12 fonctionnaires. Ce sont des diplomates, vous savez. L'Algérie expulse 12 diplomates de l'ambassade de France à Alger. En 80, on libérait 52 diplomates américains de terrain. Aujourd'hui, on expulse des diplomates français de l'ambassade de France à Alger. Vous croyez que avec ce qui se passe, la Russie, l'Ukraine, ou je ne sais qui, ils vont faire appel à nos diplomates pour régler le problème entre la Russie et l'Ukraine? Un exemple. Ou vous pensez que les Américains et les Chinois vont faire appel à nos diplomates algériens pour régler le problème qu'il y a entre l'Amérique et la Chine concernant Taïwan, ou les tarifs douaniers, ou je ne sais quoi encore, avec cette stratégie? Vous croyez que les Européens ou les Américains vont faire appel à la médiation algérienne pour régler leurs problèmes de tarifs douaniers ou eu égard aux problèmes avec l'Ukraine? Vous croyez que le Burkina Faso ou je ne sais qui encore va faire appel à l'Algérie pour régler les problèmes qu'il y a entre la France et le Burkina Faso, alors que nous-mêmes nous avons maintenant un problème avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Janvier 1980, nous libérons 52 diplomates américains de l'ambassade américaine à Téhéran en Iran. Et en avril 2025, un diplomate algérien soupçonné d'avoir commandité un assassinat en France. Waouh! Waouh! 26 janvier 1981, prudente, l'Algérie est amenée à jouer un rôle pivot dans la diplomatie internationale. Avril 2025, un diplomate algérien soupçonné d'avoir commandité un assassinat en France. Waouh! Ben oui, les Français, ils savent ce qu'ils font, les Français. Les Français ont décidé depuis quelques mois de dire que l'Algérie est un État voyou, un État terroriste. Vous savez ce qu'a dit l'ancien juge antiterroriste Mark Trévidic. Il a dit « Je serais heureux s'il y avait un renversement du régime algérien ». Vous savez ce qu'a dit Éric Ciotti, l'ancien président du parti de droite, les LR. Il a dit que l'Algérie est un État voyou, dictatorial. Waouh! Donc aujourd'hui, on est considéré comme un État terroriste, alors qu'en 1981, on était amené à jouer un rôle pivot dans la diplomatie internationale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors aujourd'hui, on a peur de cet homme. Voilà, cet homme là, le ministre de l'Intérieur français là, qui tous les 3 mois, il me fait un, il me fait un renouvellement de récépissé. Vous savez, des récépissés de 3 mois là. Il veut pas me donner ma carte de séjour que j'avais après avoir renoncé à ma nationalité française en 2013. Donc elle était valable jusqu'en 2023. Et quand j'étais emprisonné à la prison de Fresnes, donc cette carte a expiré depuis. Bruno Retailleau, il me fait du chantage tous les 3 mois. Il me renouvelle un récépissé de titre de séjour de 3 mois, tous les 3 mois. Donc je suis obligé de redescendre à Paris, aller à la préfecture, faire la queue avec tout le monde. Alors qu'ici, aux États-Unis, je peux rester autant de temps que je veux, j'ai aucun problème. Je peux aller en Algérie, bien sûr, évidemment. Mais je laisse notre président Abdelmajid Tebboune régler les problèmes intérieurs. Je suis pas là pour l'embêter. Je vous ai toujours dit que j'allais le soutenir jusqu'au bout. Donc voilà, en attendant, je temporise, je calme. Donc, vous vous rendez compte, la diplomatie algérienne a peur de cet homme-là, ce monsieur-là. La diplomatie algérienne, qui était l'intermédiaire des Américains, des Iraniens et des Vietnamiens pour libérer des otages, nous on a peur d'un petit homme là qui représente un petit parti qui a même pas fait 5% aux élections présidentielles. En 2022, aujourd'hui, on a peur de lui là. Waouh! Waouh, waouh! Et puis on a bien sûr le président français, ben alors lui c'est pompon comme on dit en français. Alors lui, il se moque de nous, mais alors, il a binak al-khatam, comme on dit. Il joue avec nous comme une bague. Lui, comme dirait ma femme américaine, alors lui c'est bad guy et Macron c'est good guy. Hein.
comme vous voulez, good cop, bad cop, comme vous voulez. Mais ma femme a dit good guy, bad guy. Voilà, en gros, lui c'est le méchant et Macron c'est le gentil. Mais faut être lucide, hein. Le président de la République c'est pas Retailleau, c'est Macron. Hein. C'est lui qui a créé qui est à l'origine de la crise entre l'Algérie et la France en reconnaissant le 30 avril 2024 la marocanité du Sahara occidental en violation de la légalité internationale. Mais vous savez, on n'est pas une puissance atomique. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un pays qui a la bombe nucléaire et qui a un droit de veto aux Nations Unies? On ne peut rien faire. Sauf faire de la diplomatie de pivot, comme disait le New York Times en 1981. Oui. À l'époque, on avait réussi à casser le veto américain, français et britannique. Et oui, c'était en 1974. Quand on a réussi à exclure le régime de l'apartheid de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous croyez qu'aujourd'hui l'Algérie est capable d'exclure, par exemple, Israël des Nations Unies? On en est loin, 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 loin. Pourtant, il y a eu un génocide. En 1974, il n'y avait pas de génocide à Gaza. Aujourd'hui, il y en a un. Et malgré le génocide, nos diplomates n'ont pas réussi à exclure Israël de l'Assemblée générale des Nations Unies. Niveau habat, ajmat al-khair. Alors, que dit le 15 avril Radio France? Crise avec Alger. Emmanuel Macron s'en mêle, tandis que Bruno Retailleau se met en retrait. Bah oui, Bruno Retailleau, il est parti en visite au Maroc pour provoquer encore plus les Algériens, parce qu'il sait que les Algériens aujourd'hui, bah, ils ne sont pas aussi prudents qu'en 1981. Ils charlou hakak, qui mazalamit. Calme, calme, calme. Vraiment calme. Vous savez, c'est l'Algérien qui vous parle. Là, je m'adresse aux diplomates à chaque. Calme. Calme, comme on dit, doucement, blaqal, douga douga. Ne tombez pas dans le piège de ce monsieur, voyons, calme, très calme. Faites comme nos diplomates des années 70, des années 80, calme. Ne tombez pas dans le piège de ce monsieur. Son parti, c'est que 5% des élections. Et si vous continuez à tomber dans son piège, il va finir par être président en 2027. Calme, blaqal, blaqal. Là, je vous le dis, déjà, Macron et Retailleau, c'est la même partition. C'est Macron qui a créé le problème, c'est pas Retailleau. Retailleau, il profite du problème. Mais c'est Macron le problème. Regardez. Il reconnaît de façon unilatérale le Sahara occidental, la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024. Après, Mohamed Tebboune, il lui pardonne, et il reçoit son ministre des Affaires étrangères, et 2 jours après, il dit, bon, je vais reconnaître l'État de la Palestine à New York en juin 2025, mais pas avec l'Algérie, non, 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 avec l'Arabie Saoudite. Donc, deuxième coup de poignard dans le dos. Mais Macron, il est impitoyable. Et troisième coup de poignard dans le dos, il emprisonne un diplomate algérien dans une prison française. L'humiliation suprême. Mais il le fait exprès. Macron fait exprès. Comment voulez-vous faire confiance à un monsieur qui a eu 25 ans de gaz, de pétrole et de gaz gratuit, dans le cas des renouvellements de contrats de TFT de Hassi Berkin, et qui ensuite trahit l'Algérie, une fois sur la question du Sahara, 2 fois au niveau de la reconnaissance d'État palestinien, et 3 fois en enfermant un diplomate algérien en France. Vous attendez quoi de ce monsieur, franchement? Vous attendez quoi de ce monsieur? Il n'y a rien à attendre. Faut être lucide, non? Rien à attendre. Allô, et quel mandataire 2027, après on verra. Bon, bah vous avez bien vu qu'aujourd'hui, l'Algérie est devenue du pain béni pour la droite française, l'extrême droite. Bon, ça, je vous apprends rien. Tout le monde le sait, j'en ai parlé, tout le monde en a parlé. Vous avez vu qu'ils nous, voilà, dans les médias, ça coûte rien, ça coûte 0 centime de critiquer l'Algérie, de dire que c'est une dictature, un pays corrompu, voyou, comme vous voulez. Ça coûte rien, rien, rien. Voilà, vous avez vu le président des 36 000 maires de France qui dit qu'il veut fermer des consulats algériens, les médias français qui disent l'Algérie fait du chantage. Vous avez un avocat français, avocat du génocidaire Netanyahou, qui dit qu'il veut porter plainte
contre l'Algérie dans toutes les instances internationales. Ben oui, à l'époque, on libérait des diplomates dans le monde entier. Aujourd'hui, on veut salir notre image. J'utilise des Algériens pour nous faire du chantage, les Français. Oui, ils respectent ni justice, ni souveraineté, ni rien. Allez, libérez-le. Allez, on exige la libération. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis voilà, et puis on a des ministres comme Monsieur Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, qui est le chef de la DGSE. Hein. Voilà, il joue le gentil avec son ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot, qui d'abord dit qu'on va lancer un nouveau partenariat avec l'Algérie. Donc c'était le 6 avril donc à Alger. Et quelques jours plus tard, il dit la décision de l'Algérie d'expulser des diplomates français d'Alger ne sera pas sans conséquence. Donc voilà, il refait du chantage. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'hospitalité française. Ben oui. Vous attendez quoi d'un pays qui nous a colonisés pendant 132 ans? Vous attendez quoi? Qui nous a imposé des accords d'Évian pour leur donner du gaz et du pétrole gratuit. Vous attendez quoi? Alors ce monsieur, regardez, hein, tapez sur Internet, Driancourt, tous les jours il écrit sur l'Algérie. Tous les jours il écrit sur l'Algérie. Tous les jours il parle sur l'Algérie. Je dis bien tous les jours. Ancien ambassadeur à 2 reprises à Alger. Bernard Rémier, ancien ambassadeur à Alger qui est devenu patron des services secrets. On a laissé ce monsieur être ambassadeur alors qu'il était en train d'espionner l'Algérie. Comme son prédécesseur, Bernard Bajolet, qui est un petit délinquant parce qu'il est poursuivi pour détournement de fonds. Et puis bien sûr, on continue, hein, nous on reçoit l'actuel chef des services secrets français qui était le patron de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, copain de promotion de Macron, donc on le reçoit et ensuite, il nous massacre. C'est magnifique. On est vraiment devenus des naïfs, des petits bisounours. Bien sûr, ce grand monsieur, hein, le général Denis Favier, vice-président de Total, voilà, qui fait pression sur l'Algérie pour obtenir du gaz et du pétrole gratuit. Et ça marche. Eh oui, ça marche. La France est une puissance atomique avec un droit de veto à l'ONU. La France, elle fait ce qu'elle veut avec l'Algérie. Elle fait ce qu'elle veut, et même elle refuse l'extradition de ministre algérien. C'est Abdeslam Bouchouareb, qui est un corrompu notoire. Et vous savez que j'ai manifesté devant son appartement acheté avec l'argent du peuple algérien en 2016 à plusieurs reprises, protégé par 200 policiers français. Ben oui, c'est l'ami intime de Macron. Vous savez très bien que Macron soutient les ministres algériens corrompus. Ben oui, pour donner des contrats à la France. Et oui, ouais, il montrait le drapeau algérien, le drapeau français. Et nos services secrets ont laissé ces gens-là être ministres en Algérie. Vous vous rendez compte? Nos services secrets algériens ont laissé des gens comme ça être ministres. Et nos services secrets algériens ont mis Rachid Nekaz en prison. C'est beau, c'est magnifique. Hein. Donc lui, on lui donne un bon strapontin ministériel. Ministre une fois, ministre 2 fois de l'industrie, député, un des patrons du RND avec Ouyahia, et en plus de ça, vice-président de l'Assemblée nationale algérienne, président du Conseil économique et social, Rachid Nekaz, en prison. Bah oui, on met des harkis ministres et des enfants de Moudjahid, on les met en prison. Mais c'est magnifique l'Algérie. Magnifique. Allez, on finit avec 3 livres. Domination et colonisation. Vous savez, c'est pas parce que l'Algérie est sortie de la colonisation qu'on est sorti de la domination. La France continue à nous dominer et elle joue avec nous comme elle veut, comme elle veut. Oui, parce que, comme disait Olivier Lecourt-Grandmaison, la France est une république impériale. Impériale. C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle veut. Puis nous, on est gentils. Voilà, et on finit avec le dernier livre, l'Afrique de la colonisation à l'indépendance. Moi, je peux vous le dire dès maintenant, on est en 2025, nous ne sommes toujours pas indépendants. À partir du moment où la France coloniale met un diplomate algérien en prison, ça veut bien dire que la France ne respecte ni notre indépendance, ni notre liberté, ni Wello.
bon courage. Bon, je vois que notre pays ne veut pas tenir compte de mes conseils, mais c'est pas grave. Allez, continuez à recevoir des ministres français, les directeurs des services secrets français. Continuez à croire que vous pouvez vous entendre avec l'État français. Vous perdez votre temps. Continuez à leur donner du gaz gratuit, du pétrole gratuit. Vous allez voir que ça va très très mal se passer dans les années à venir. Très très mal se passer. Regardez ce qui s'est passé avec le régime Bouteflika. La France a toujours soutenu le régime Bouteflika. Pas une seule critique pendant 20 ans. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé au grand diplomate Feu Abdelaziz Bouteflika qui est devenu l'ombre d'un président à la fin de sa vie? Il est sorti par la petite porte, sans honneur, sans rien. Faites attention. À force de croire que vous savez tout, vous risquez d'aller à votre propre perte. Comme disait le New York Times le 26 janvier 1981, restez prudent si vous voulez continuer à jouer un rôle pivot dans les relations internationales. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham Chouad.